Sébastien, avec vous ce soir pour en parler, Bernard Rougier, professeur à Paris 3. Il a notamment dirigé l'enquête Les territoires conquis de l'islamisme, publiée aux éditions Presse universitaire de France. Bonsoir Bernard Rougier. Bonsoir. Merci de nous rejoindre en studio ce soir en direct. Emmanuel Macron a donc choisi la banlieue de Mulhouse aujourd'hui pour lancer une série de déplacements sur le thème de la lutte contre, jusque-là on l'appelait ça le communautarisme. Il a décidé de changer de terme et d'appeler ça le séparatisme islamiste. Déjà, vous êtes d'accord avec cette terminologie ? Ça a du sens ? Oui, ça a du sens parce que ça désigne une attitude, si vous voulez, de rupture avec la société française. Et la stratégie, ça désigne assez clairement la stratégie de certains groupes visant à substituer aux lois de la République leurs propres valeurs, leurs propres règles, et ça dans une opposition quasi systématique au pacte républicain. Donc ça a du sens. Il est en train de s'exprimer en ce moment même depuis Mulhouse, Emmanuel Macron, et il dit il y a une volonté de séparatisme au titre d'une religion, l'islam. Ça ne concerne que l'islam, c'est très clair. Ça concerne essentiellement l'islam, c'est-à-dire c'est aujourd'hui la religion qui est la plus à même de se transformer sous l'action de divers facteurs et de divers entrepreneurs en idéologie de lutte, même en épistémologie, c'est-à-dire un savoir propre qui s'oppose au savoir scientifique. Donc l'islamisme connaît des dynamiques multiples, investit les espaces et cherche en quelque sorte à parler au nom de tous les musulmans. Et cherche à, au fond, définir un collectif qui serait les musulmans. Et c'est précisément ce projet que la République, que l'État doit contrecarrer. Alors, vous avez publié cette enquête, Les territoires conquis de l'islamisme, qui est basée sur les travaux menés avec vos étudiants, qui sont eux-mêmes allés observer ce qui se passe dans les quartiers, qui sont allés écouter des prêches dans les mosquées. Vous racontez que des écosystèmes religieux se sont constitués. Ça veut dire quoi, des écosystèmes religieux ? Ce que j'ai appelé de cette formule les écosystèmes, c'est l'espèce de micro-société qui se forme à partir de la mosquée, à partir de la sandwicherie halal, à partir du marché, à partir de la salle de sport, si vous voulez, dans le même espace, et où la norme, une norme qui distingue le pur et l'impur étant généralement la société française, le légal et l'illégal, le haram, c'est-à-dire l'interdit, et le halal, l'autorisé, et qui recode dans ces termes religieux binaires, si vous voulez, toute la société française. C'est-à-dire qu'on se sert de lieux de lien social, de lieu de la vie quotidienne, pour imprimer une marque et une ligne qui est religieuse. Exactement, et c'est très difficile, si vous voulez, à briser dans les situations où il y a une superposition de l'espace résidentiel, de l'espace de la prédication, de l'espace du loisir. Donc on a de l'espace sportif. À ce moment-là, celui qui parlerait, qui mettrait en doute en quelque sorte l'autorité religieuse, le discours religieux, se mettrait lui-même à l'extérieur de la communauté, entre guillemets. Donc il y a un travail des différentes forces islamistes dans ce pays pour essayer de faire de chaque musulman un membre de cette communauté. Et ça, c'est une entreprise idéologique extrêmement dangereuse pour la cohésion nationale, à mon sens. Il y a une responsabilité de l'État là-dedans. On a abandonné ces lieux, ces quartiers aux islamistes. Il y a au moins, on a péché par manque de connaissances. On a déjà laissé faire en quelque sorte ce processus et on s'est privé des instruments d'analyse et de connaissance. Il y a eu très peu d'études. Le renseignement territorial, les renseignements généraux, ont été supprimés. Ils sont maintenant rétablis. Il y a parfois la tentation de la part des préfets de passer par les notables qui eux-mêmes ne vont pas dire exactement ce qui se passe sur le terrain. Donc on a une politique des notables qui a fait écran à la connaissance des processus réels. Et il y a des élus locaux qui ont pu être complaisants avec certains groupes islamistes. Et évidemment, il y avait une vieille tradition de la gauche européenne qui consistait à intégrer les étrangers. Mais à chaque fois qu'il y a eu au 19e et au 20e siècle cet effort, ça se faisait au nom d'un idéal. Le prolétariat, la classe ouvrière, l'international, la citoyenneté, un idéal universaliste. Et là, la gauche, une partie de la gauche démissionne lorsqu'elle, finalement, prend acte des différences culturelles et religieuses, cherche à les flatter pour s'attirer des voix dans des communes où on peut être élu avec très peu de voix. En clair, on leur a laissé la main sur certaines associations sportives et sur certaines associations En clair, il y a eu ce qu'on appellerait en sciences politiques des transactions collusives. On bénéficie des voix du réseau religieux qui peut ramener 500, 600, 700, des milliers de voix. Et en échange, on va nommer à l'emploi, à la jeunesse,
au logement des responsables de la dite association. Alors on a parlé de sport, on a parlé de certains lieux dans les quartiers, on n'a pas parlé de la mosquée. Dans votre livre, vous citez des exemples qui sont assez marquants, des extraits de prêches prononcés par exemple à Mantes-la-Jolie, le prêche d'un imam marocain qui défend l'interdiction absolue de serrer la main d'une femme. Un chauffeur VTC ne doit pas accepter d'embarquer une femme, je cite, mal vêtue. On pointe les femmes qui travaillent alors que le Coran leur dit de rester chez elles, et le prosélytisme assumé de certains groupes qui font du porte-à-porte pour, je cite, ramener les musulmans dans le droit chemin. Est-ce que ça, ce sont des exemples isolés, ou est-ce que c'est plus généralisé qu'on ne le pense ? Non, c'est plus généralisé. Et alors, c'est intéressant cet exemple, parce que le président de l'association de Mantes-la-Jolie, évidemment, récuse à la fois, il est un peu, je pense, un peu gêné par rapport à ses propos. Alors, je ne dis pas que lui adhère, si vous voulez, mais les présidents d'associations ont également cédé face à une pression de la base. C'est-à-dire des jeunes, souvent des jeunes salafistes, demandent à ce qu'un prédicateur fasse une leçon dans la semaine ou plusieurs leçons, et les présidents d'associations cèdent pour ne pas avoir de problème. C'est toujours la même politique de l'accommodement. Donc un certain nombre de notables qui sont à la tête de grandes mosquées ou de grandes associations culturelles cèdent à la pression des plus violents et acceptent que la mosquée serve de tribune à ce type d'enseignement. Ce qui est absolument... ces enseignements en question, nous on s'est demandé qu'est-ce qui se disait et qu'est-ce qui se faisait dans telle ou telle mosquée qu'on a choisi de manière aléatoire, si vous voulez. Et on n'arrive pas à contrôler ce qui se dit dans les mosquées. Et on n'arrive pas à contrôler ce qui se dit dans les mosquées. Et là, une des mesures qui serait souhaitable, c'est de dire aux présidents d'associations, aux responsables de mosquées, soyez plus vigilants sur ceux qui parlent au nom de l'islam, ceux qui parlent au nom de Dieu, c'est pas une mince responsabilité, et donc faites très attention, sinon, si l'État a les moyens d'investigation, qu'on les mette face à leurs responsabilités. Est-ce que vous assumez tel ou tel discours ? Comment on fait, Bernard Rougier, maintenant qu'on a fait ce constat, Emmanuel Macron va annoncer dans les semaines qui viennent son plan contre ce séparatisme. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la République reprenne ses droits dans ces quartiers ? Déjà, construire de la connaissance, c'est-à-dire savoir ce qui se passe, avoir des micro-histoires par département, par quartier, essayer de combler en quelque sorte un vide de connaissances depuis 15 à 20 ans. Voilà, ça c'est la première chose. Connaître la situation, faire le diagnostic. Ce qu'on a tenté de faire, nous, dans ce livre collectif. Ensuite, développer des sociabilités alternatives, des sociabilités qui échappent aux entrepreneurs islamistes, qui échappent aux contrôleurs de la norme. On recrée d'autres associations. On donne à des personnalités identifiées comme étant totalement immunes par rapport à ce type de discours des responsabilités. On investit dans l'éducation, on investit dans les conservatoires d'art dramatique, dans la musique, dans la littérature, dans la philosophie, de manière à donner des instruments d'analyse à la jeunesse issue de l'immigration pour qu'elle juge elle-même le discours de ces prédicateurs totalement ringards. C'est ça qu'il faut... Et d'une certaine manière, c'est une chance pour l'islam dans sa dimension spirituelle d'avoir des jeunes diplômés de philosophie refaisant, s'ils le veulent ou s'ils ne veulent pas, retour sur leur foi et développement des dimensions qui sont totalement détruites par ce discours salafiste. Vous parlez de contre-discours, vous ne parlez pas de dispositifs policiers, ça veut dire que la police n'est pas, et la sécurité ne sont pas les seules solutions. Si, naturellement, il peut y avoir des fermetures de mosquées, en tous les cas des avertissements si tel ou tel discours se répète, qu'un prédicateur cite un hadith, c'est-à-dire un dit du prophète assez douteux, pour dire que l'enfer, que la femme c'est le combustible de l'enfer, est quelque chose de difficilement acceptable, qu'on dise qu'il n'y a pas d'égalité homme-femme, que la femme est inférieure, qu'elle est mise sous tutelle durant toute sa vie, qu'elle ne peut pas sortir sans un mahram, c'est-à-dire sans un tuteur, sont des conceptions qui détruisent la sociabilité européenne et française. Donc ça n'est pas acceptable. Donc il y a évidemment... Il faut être sur les deux jambes, sur les deux aspects. Absolument. Merci beaucoup Bernard Rougier d'être venu ce soir nous éclairer sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes professeur à la Sorbonne Nouvelle Paris 3 et que vous avez dirigé donc cette enquête, les territoires conquis de l'islamisme, c'est chez PUF. Merci beaucoup d'être venu.